Moi, j'ai l'impression d'être le syndrome de la bonne élève, qui est pas forcément la première de la classe, pas du tout, ça n'a rien à voir. Qui fait vraiment le job, quoi. Qui essaye vraiment que les choses se passent bien. Et qui est vraiment l'autre facette du bourreau, en fait, l'autre facette du dominant. Justice à présent, le procès aux assises de Nantes de Gabriel Loison, celui que l'on a appelé le gourou de Saint-Brévin. Gabriel Loison est aujourd'hui âgé de 73 ans, sa compagne de l'époque de 39 ans. Il m'a chopé pas par hasard, en fait. Parce que, en fait, je pense que j'avais un profil extraordinaire d'obéissance, de soumission. L'ancienne compagne du gourou présumé comparaît également comme complice, mais elle dit avoir été manipulée. Les audiences se déroulent à huis clos et le verdict est attendu pour cet après-midi. Mais moi, en tout cas, cette histoire, ça me pose vraiment des questions sur qu'est-ce qui m'a conditionné, en fait, pour en arriver là. Je me demande à quel point, s'il n'avait pas eu une si bonne élève, est-ce qu'il aurait été si loin? Je sais pas, en fait. La moitié du gourou. Un documentaire de Manon Prigent, réalisé par Arnaud Forest. Premier épisode. Sans scier. Je suis Julie, j'ai 49 ans, je suis plasticienne. Disons que je suis revenue à la vie avec tout le monde il y a 11 ans. Et ces 11 ans m'ont permis de me reconstruire suite à une histoire qui a duré quasi 6 ans et qui est une histoire d'emprise sectaire. Gabriel Loison, 77 ans, a été condamné en appel à 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine. Il était poursuivi pour violence et agression sexuelle, notamment sur une mineure de 13 ans, des faits commis au cours de stages qu'il organisait à Saint-Brévin et à l'étranger. Alors on est en 2005, j'ai 31 ans. Ça fait même 1 an que j'ai quitté mon compagnon. C'est pas si simple pour moi de m'en remettre. Voilà, c'était une histoire très forte. En fait, c'était ma première histoire d'amour. Il se trouve aussi que professionnellement, je suis un peu dans un moment creux. En tant que dessinatrice, illustratrice, voilà, j'ai moins de job et puis c'est toujours l'angoisse d'aller rechercher du boulot, de pas en trouver, de pas savoir faire, etc. Et puis en plus, mon analyste déménage à ce moment-là et donc met un terme à la thérapie que je fais depuis plusieurs années. Ça fait 5 ans que je suis avec elle. Et elle ne me remet pas aux mains d'un autre thérapeute. Et puis, au niveau du logement, mon propriétaire récupère les lieux. Enfin, je suis en fait vraiment à un moment de vacuité très particulière où tout a l'air de s'arrêter en même temps. Je me dis, est-ce que je pars en retraite dans un monastère, réfléchir à ma vie? Est-ce que je pars un peu plus loin? Est-ce que je sais pas trop quoi faire? Et ce qu'il en sort, c'est me faire un voyage seul, en fait. Je l'ai jamais fait, et ça me fait bien flipper, donc je me dis, si j'arrive à le faire, j'aurais dépassé un sacré truc. Et puis, à ce moment-là, je parle un peu de toutes ces angoisses-là à une amie. Je lui dis, moi, finalement, ce qui me vient à l'esprit, c'est peut-être de partir au Mexique, rejoindre un cousin qui vit là-bas. Je me dis, tiens, le Mexique, ça me fait penser à un copain... faudrait que tu le rencontres. Lui, les questions existentielles, il s'en est déjà posé. Donc je rencontre ce copain qui ne connaît pas directement le Mexique, mais un de ses meilleurs amis qui lui a fait part d'un voyage au Mexique l'année d'avant, qui avait l'air super, avec plein de gens, un groupe de gens qui ont voyagé, qui ont rencontré des gens de là-bas, notamment un chaman, qui ont fait des rituels, des cérémonies, que c'était super profond. Donc l'ami en question qui est allé au Mexique s'appelle Paul, et donc il me donne les coordonnées de Paul, qui me donne assez rapidement un rendez-vous. On se retrouve dans la forêt de Saint-Germain, dans un cadre super chouette, au milieu de la forêt. Et là, il me raconte en fait qu'est-ce que c'est le groupe où il a été au Mexique, ces gens formidables qu'il a rencontrés et tout ça.
Il est dans un collectif qui en même temps est en lien avec une fondation qui promeut et subventionne des projets écolos pour la terre, humanitaires, etc. Que ce collectif est là pour réfléchir ensemble à des questions et écolo, et développement personnel, et un peu spirituel, et tout ça. Et il me dit, en fait, ce qui sous-tend ça, c'est une vision de la planète qui serait finalement pas un espèce de caillou sur lequel aléatoirement les choses se feraient, mais plutôt finalement comme une cellule vivante dans laquelle les continents représenteraient comme des fonctions organiques. Si on accédait à cette compréhension qu'on est différent parce que chacun aurait un rôle complémentaire des autres, alors une grande coopération pourrait se mettre en place et tout ça. En tout cas, il me parle de ce corps de l'humanité. Il appelle ça corps de l'humanité. Et en fait, moi qui suis assez fleur bleue, hypersensible, avec un grand besoin d'idéal, ça me touche vachement. En fait, je me mets à pleurer, je me dis « c'est super beau, mais c'est incroyable », parce qu'il étaye son discours de choses assez bien élaborées. Sa présence, en plus, à ce gars-là est plutôt chouette. Et donc, je me mets à pleurer. Il est assez troublé lui-même, je pense, assez touché au fait que je sois si réceptive à ce qu'il dit. Et moi, je me reviens chez moi en ayant une sensation... Je sais pas, que j'ai été écoutée comme peu dans ma vie, que j'ai écouté comme peu dans ma vie. Moi qui suis un peu en mode mental permanent, j'ai une espèce d'effet de calme. Tout d'un coup, mon cerveau a l'air de s'arrêter. J'ai une espèce de sensation de sérénité que je connais pas. Je revois ce personnage plusieurs fois. Et on continue à échanger passionnément sur le sens de la vie, des notions comme ça un peu philosophico-spirituelles. Quand je rencontre Paul, je suis dans cet élan d'aller au Mexique, je lui fais partager mon envie, il est fort empathique par rapport à mon élan, etc. Mais finalement, il dévie ma trajectoire en me proposant d'aller à un stage au Maroc. Il s'agit d'un stage de 3 semaines, tu vas rencontrer ce collectif-là. L'idée, c'est que chacun apporte son savoir. Il y a une fondation au Mexique, et si c'est le Mexique vraiment qui te botte, voilà, le lien, il est fait de toute façon. Moi, je me dis, c'est complètement incroyable. Et donc, j'opte pour aller au Maroc rencontrer ce collectif. Je sais pas où c'est au Maroc. En fait, je sais que j'ai juste un rendez-vous à Agadir. Je me laisse porter, je lui fais complètement confiance, en fait. Vraiment complètement, parce qu'il s'instaure vraiment quelque chose de l'amitié pour moi. Mais moi, l'idée que je me fais, c'est que, je sais pas, il doit y avoir 15, 20 trentenaires voilà, qui ressemblent à Paul, qui me ressemblent. Et donc, je le questionne finalement pas plus que ça. Je pars au Maroc, donc je prends mon billet. Il se trouve que j'ai fait des petites réserves, sachant que je savais pas trop quoi faire de ma vie et tout ça. Et donc, j'ai pile le budget qui doit être de, je sais pas, 1500, 1600 € le stage. Et je débarque à Agadir. Et à Agadir, je me retrouve dans un hôtel qui nous est conseillé. Je me rends compte qu'il y a d'autres aussi stagiaires qui arrivent dans cet hôtel-là, donc je vais pas être toute seule. Donc voilà, donc pour l'instant, je vois plutôt des gens qui sont comme moi, tout nouveaux, qui arrivent, qui débarquent. C'est pas ceux qui ont déjà fait la session d'avant, ou c'est pas des gens comme Paul, qui connaissent déjà le collectif. C'est des gens qui viennent le découvrir. Et en fait, on se retrouve du coup et on décide d'aller dîner ensemble dans un resto un peu plus loin. Je suis pas quelqu'un de très sociable, et donc du coup, tout de suite, le fait de rencontrer des gens que je connais pas, ça me met dans un état et de fébrilité, d'attention particulière, En tout cas, mon attention est très portée sur comment je vais m'intégrer. Et donc, mon cerveau se focalise énormément là-dessus. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'autres questionnements que je me pose pas. Tiens, pourquoi Paul n'est pas là ? Je prends ça comme un fait parmi d'autres, mais c'est... Et donc le dîner se passe très bien. Et en plus, je rencontre Johan, avec qui je sens tout de suite avoir des affinités particulières avec lui. Et donc ça me rassure vachement. Je me dis, ah ouais, non mais c'est super, il est super, Johan.
Vraiment, ça, c'est vraiment quelqu'un qui deviendra vite un ami. Alors, le lendemain matin, on a rendez-vous à 8-9 heures, je ne sais plus très bien, devant ce fameux hôtel pour rencontrer Paul. Et donc, la dizaine de nouveaux rentrent dans 2 petits véhicules utilitaires. Et là, on part pour plusieurs heures de route. Et je ne sais pas pour combien de temps de route, et je ne sais pas dans quelle direction, et je ne sais pas où on s'arrête. Le paysage est sublime, c'est un paysage lunaire, hein. C'est de l'au-delà, quoi. Des montagnes qui sont stratifiées non pas finalement à l'horizontale, mais à un moment donné presque à la verticale. C'est quand même des images pour moi folles, quoi. Folles de beauté, folles d'extrême, folles de décapage de mes petites habitudes parisiano-artisto, quoi. Alors à un moment donné, on arrive quelque part. Ce qui va être notre lieu de séjour, c'est ces grandes maisons marocaines magnifiques, un peu carrées comme ça, avec un puits de lumière central. Tout s'organise autour de ce puits de lumière. Il y a un petit jardin autour. Bon, c'est assez rudimentaire parce qu'on est vraiment, on est aux portes du grand désert. Hein, on est dans l'anti-Atlas. Et donc là, les 2 groupes se rencontrent en fait. Rencontre des nouveaux, rencontre des anciens. Et parmi ces anciens, je vois qu'il y en a un qui est nettement plus âgé que les autres et qui n'a pas tout à fait la même posture. Il a les cheveux gris-blanc, il a une barbe assez soignée. Les autres sont plutôt dans la découverte, un peu inquiets, un peu dans l'envie. Lui, il n'a pas du tout le même regard. Donc en fait, c'est cette personne plus âgée qu'on va nommer, hein, finalement. Il s'appelle Gabriel, qui finalement prend le dessus, plus ou moins, en nous disant comment ça s'organise ici, où sont nos chambres. Et donc, les hommes sont séparés des femmes. On nous emmène, nous, les femmes, dans une pièce relativement grande qui va servir de dortoir, où il y a des lits de camp ou des matelas au sol. Et après, une fois qu'on a posé nos affaires, quelqu'un prend la parole et c'est toujours cette personne âgée. Il nous raconte un peu comment va se passer les journées grosso modo. Elles vont commencer tôt, à 5h du matin, avec des exercices, physiques et énergétiques. Chaque matin, on marche 40 minutes, hors vraiment du village. On monte sur des reliefs, parce que l'idée, c'est de voir le soleil se lever. Et l'exercice, c'est de le regarder pendant 20 minutes sans ciller, sans fermer les yeux. Évidemment, au début, on n'y arrive pas. Et l'idée, c'est qu'à force d'exercice, on arrive à regarder ce soleil droit dans les yeux pendant 20 minutes pour être rechargé énergétiquement. Et après, la suite de la journée s'organise avec un grand petit déjeuner et puis après des enseignements. En fait, on va beaucoup parler. Je pense que dans le groupe, on est tous sensibles à la crise écologique. Tous, on a envie de faire quelque chose pour être moins lourd sur cette planète et être bienveillant vis-à-vis du monde vivant. Gabriel, lui, ce qu'il dit, c'est que avant tout, le problème de l'écologie, c'est un problème humain. Et que si les humains n'étaient pas là, la nature se débrouillerait bien toute seule. Que s'il y a des crises écologiques, c'est bien parce que l'humain a quelque chose à avoir là-dedans. Et donc, très vite, cette écologie, elle se déplace sur le travail personnel. Ce qui nous partage, c'est le fait que durant ces 50 ans de balades autour du monde et de rencontres de peuples différents, très différents, parce qu'il nous raconte avec plein de précisions, plein d'anecdotes, des choses qu'il a vécues chez les Amérindiens, mais chez aussi les Dogons, mais chez aussi les Hindous. Ce que je comprends, c'est que on est à côté de la plaque, on n'est pas dans notre nature, on n'est pas là où on pourrait être. On est tous bloqués.
Parce qu'en fait, on a tous oublié les principes émancipateurs, naturels, qui nous rendraient plus heureux, plus généreux, plus humains, plus ouverts, plus conscients. Et donc, moi, je pars à l'enquête tout de suite. Je veux trop comprendre, en fait. Je veux trop voir où je suis bloquée. Moi, ça me fait pas peur qu'on me dise que je suis névrosée. Je le sais, on me le dit depuis que j'ai 12 ans. Ça me fait pas peur de me remettre en cause a priori parce que j'ai bien compris que c'était moi le problème. Donc, il y a plein de choses, finalement, que j'adopte, mais avec une très grande facilité, en fait. Je les prends pour moi tout de suite. Il se trouve qu'à ce même moment-là, il y a un homme qu'on va appeler Serge, qui semble vouloir avoir une relation avec moi plus intime, enfin vraiment sentimentale. Et je le trouve super chouette, ce gars. Je le trouve drôle, hyper intelligent. Il est agriculteur bio. C'est vraiment un monde que je connais pas, que je trouve hyper admirable, en fait. Je trouve que... Et donc, je pense aussi que je suis très brassée émotionnellement parce que, aussi sentimentalement, il se passe quelque chose pour moi. Et je me souviens d'un soir où on dîne tous un peu sur des tables basses. À un moment donné, je me mets à pleurer. Je sais pas pourquoi les larmes me viennent aux yeux, sûrement parce qu'on a eu encore un cours et que, en fait, le cours insiste sur ce blocage et sur le fait qu'on peut pas se débloquer tout seul, en fait. Et là, Gabriel est pas du tout complice. En fait, il me casse publiquement, en fait, en me disant « t'arrêtes ça tout de suite, en fait. T'arrêtes parce que là, tu manipules le groupe. Donc, tu stoppes ça. » Et ça me foudroie. Et ce qui se passe pour moi, c'est que j'ai très peur d'être exclue. Donc, je me la ferme, je retiens toute ma tristesse et tout mon désespoir. De toute façon, Serge revient à moi, il me rassure vachement, il me fait rire. Je me cale dans une espèce de neutralité apparente. Voilà. Au cours de ces différents lieux qu'on va découvrir, on va en faire un qui est pas là où on va loger d'ailleurs, mais qui est un lieu qui s'appelle le cœur du plissement du temps. On y accède après 1 heure de marche, donc on est en plein désert. On ne boit pas parce que l'eau pourrait atténuer les effets du lieu sur nous. Et il nous dit que ça, c'est vraiment le lieu où on peut faire appel à soi-même, à des profondeurs personnelles. Je suis assez fascinée parce que dans le groupe, il y a des gens, ils ferment les yeux, ils se mettent en état un peu de méditation, et ils voient des choses, quoi. En tout cas, moi, je vois pas. J'ai pas de vision, c'est pas mon monde d'entendre des trucs, de voir des choses, mais j'aimerais bien, en tout cas. En fait, ce qui est clair, c'est qu'on n'aura pas 2 fois cette expérience-là dans la vie. Et il se trouve que j'ai une espèce de vision, pour la première fois de ma vie. Ça m'est jamais arrivé. Je pars dans un truc où il y a rien, c'est tout noir, il y a des espèces de petits effets lumineux que je pourrais dire et des étoiles et tout ça. Et puis je vois une espèce de nébuleuse tout au fond de l'univers, à un moment donné, qui se rapproche de moi. Et moi, j'ai l'impression qu'en effet, je suis dans cet univers-là. Et en fait, je sens que le problème, c'est que je suis raccrochée à rien, en fait. Et j'entends comme une voix, mais ce que j'entends, c'est quelque chose comme... finalement, je suis pas si mal dans les nimbes. Un truc comme ça. Et puis flou, le truc s'arrête, la vision disparaît, j'ai l'impression de revenir un peu à mon corps, je me ressens être sur le sol caillouteux, il fait très chaud. Gabriel nous invite à raconter nos expériences. Et donc je raconte le truc. Mais les larmes me viennent en disant « mais en fait, je suis pas sûre d'avoir une vision, c'était quand même très flou. Enfin, finalement, est-ce que quand on ferme pas les yeux et qu'on fait une méditation, c'est pas toujours ça qu'on voit ?» Et donc là, grand silence. Et il me dit « mais c'est pas du tout rien, en fait, ce que t'as vécu. Au contraire, c'est énorme, l'information que t'as, en fait, sur ton existence. » Et là, je regarde et je dis « mais... en fait, je suis dans les limbes, en fait. » C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, je suis même pas née. Moi, je me suis bloquée. Et là, il me regarde et il me dit « ok. » J'ai l'air d'avoir dit un truc,
qui a l'air d'avoir vraiment du sens. Comme si c'était ça qu'ils voyaient de moi. Mais du coup, moi, ça me valorise un truc de dingue. En fait, là, je sens un espèce de truc où je me dis « Waouh, putain, enfin, je suis en train de comprendre quelque chose de moi, en fait. » Ça fait 31 ans que je galère, et là, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, je m'engage. Et Johan, à ce moment-là, lui, pareil, s'engage. Ouais, il s'engage. Donc j'ai mes 2 compagnons amoureux et amis qui s'engagent. À suivre sur Arte Radio.